liquide, etc., etc. Pour les solutions, donc, enfin les mélanges liquide-gaz. Ce qu'il faut retenir par rapport à l'UE3 aussi, c'est que la dissolution d'un gaz est régie par la loi de Henry. C'est-à-dire, vous avez la définition dans votre cours d'UE3, donc je ne vais pas la redire pour éviter de dire des bêtises, mais selon la pression qu'exerce le gaz libre sur un liquide, ce gaz va plus ou moins se dissoudre dans le liquide. C'est ce que vous retrouvez avec la sursaturation, sous-saturation, etc. Donc là, cette formule, elle est à connaître. C est égal K sur K fois PI. Donc PI, c'est la pression du gaz au-dessus du liquide. Vous retrouvez tout en bas de l'encadré le système de sursaturation et sous-saturation. C'est-à-dire que quand PI est supérieur à P atmosphère, donc P atmosphère, en fait, ça désigne la pression du liquide. Vous savez qu'à la surface du liquide, en fait, la pression est égale à la pression environnante. Du coup, le P atmosphère, il représente un peu votre liquide ici. Donc quand PI est supérieur à la pression du liquide, du coup, le gaz va se dissoudre. On sera en état de sous-saturation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de pression dans le liquide. Du coup, le gaz va se dissoudre à l'intérieur. C'était l'exemple dans l'UE3 de l'O2 qui se dissout dans le sang. Et l'inverse, donc la sursaturation, c'est quand la pression du liquide, donc ici P atmosphère, est supérieure à la pression du gaz au-dessus. Du coup, le gaz va sortir du liquide pour équilibrer. C'est l'état de sursaturation avec la bouteille de champagne. La petite application au niveau de l'oxygène, c'est tout simplement pour vous dire qu'il y a des gaz qui sont plus solubles que d'autres. Effectivement, si vous respirez un air, donc on va dire dans le cas d'un incendie par exemple, un air qui est saturé en monoxyde de carbone, et plus en tout cas qu'en dioxygène, comme le monoxyde de carbone, donc c'est le petit K qui est spécifique à chaque gaz, comme le monoxyde de carbone est plus soluble que le dioxygène, vous allez plus inhaler du monoxyde de carbone. Du coup, votre monoxyde de carbone, il va venir, donc ça c'est un petit détail, mais HB c'est l'hémoglobine de votre sang. Le carbone va venir se fixer à votre hémoglobine, à la place du dioxygène, et vous allez avoir du coup de la carboxyhémoglobine, on appelle ça, donc c'est HbCO. Donc ça c'est quelque chose qui est toxique, qui va se former à la place de l'oxyhémoglobine, qui est HbO2. Donc voilà, ça c'est pour vous dire que selon ce que vous inhalez, en fonction des solubilités, des pressions, des températures, un gaz peut être favorisé par rapport à un autre, et du coup ça peut causer des intoxications. Pour les mélanges liquide-liquide, donc pour l'encadrer en haut, l'homogénéité du mélange dépend de l'intensité des interactions entre molécules de solvant et de soluté. Ça aussi on le retrouve en UE3. Effectivement, pour qu'un mélange se fasse, il doit y avoir des interactions assez importantes entre le solvant et le soluté qui viennent compenser les interactions qui étaient de base entre solvant-solvant et soluté-soluté. S'il n'y a pas une compensation, le mélange ne se fera pas, le solvant et le soluté ne pourront pas mélanger entre eux. Du coup, comment on sait, qu'est-ce qui influence le mélange de deux liquides? C'est surtout au niveau de la polarité, voilà. On appelle ça des moments dipolaires. C'est-à-dire qu'une molécule d'eau, H2O, en fonction des électronégativités qu'on a vues, elle va créer un moment dipolaire. La molécule sera dite polaire. A contrario, il y a des molécules où il n'y a pas de mouvement dipolaire, par exemple avec la symétrie ou quoi, ce qui fait qu'il n'y a pas une partie de la molécule qui sera plus polaire qu'une autre. Tout sera à peu près pareil, ce qui fait qu'on n'aura pas de polarité. C'est le cas du benzène. Et du coup, dans les liquides-liquides, quand on a une molécule polaire et une molécule apolaire, la tendance est que le mélange ne se fait pas. Alors que deux molécules polaires ou deux molécules apolaires, là, le mélange peut se faire. Ça aussi, on le retrouve en UO3. Donc, l'exemple à retenir, c'est vraiment celui-là qu'on retombe aussi dessus en UO3, c'est eau et benzène, ça ne se mélange pas, pas de solution. Par contre, l'eau et le phénol, donc l'eau H2O, phénol c'est la molécule que vous voyez juste ici, donc c'est une espèce d'hexagone avec le OH, vous avez le groupement OH. Le groupement OH c'est le groupement alcool, et ce groupement alcool, donc OH, comme le O électronégatif et le H électropositif, vous avez création d'un mouvement dipolaire, et du coup, comme le phénol est polaire et l'eau aussi, vous pouvez faire une solution. Donc voilà, ça c'est les deux exemples à retenir. Sachez que sur les cours du 1 que vous avez pour l'instant, la plupart sont des cours d'un prof qui s'appelle Rebouillon, qui ne fait tomber que les exemples de son poly, c'est-à-dire qu'il ne va pas vous inventer des exemples sortis de nulle part, dont vous n'avez aucune connaissance, donc il peut y avoir des exceptions, etc. Donc apprenez vraiment les exemples du cours. Ne commencez pas à vous dire « Ah mais si c'est comme ça », non, non. Il restera fidèle à son cours et à ses exemples. Donc vous avez un exemple ensuite sur deux solutions qu'on peut retrouver, donc le phénol aqueux ou l'eau phéniquée. Retenez bien ces compositions, donc le phénol aqueux c'est 5% d'eau et 95% de phénol et l'autre inversement, parce que ça il peut piéger sur le fait que l'un soit corrosif, l'autre antiseptique, enfin bref. Donc ça il faut bien retenir.
hop, vous avez un petit encadré en bas qui vous parle de l'eau et de l'alcool. Donc tout simplement pour dire que l'alcool, comme il y a beaucoup de liaisons OH en fait, ils ont des moments dipolaires qui sont intenses et vu qu'ils sont en fait très polaires, ils peuvent facilement faire des solutions, notamment avec l'eau. Donc on parle de miscibilité en toute proportion, il est facile de mélanger un alcool avec le reste, mais après avoir un alcool pur, du coup c'est un peu compliqué. Enfin, les mélanges ne sont pas toujours à 100%, on a toujours une part de, enfin, d'impureté quoi. Alors là, je vous détaille un petit peu ça parce qu'il n'y a pas de schéma dessus. Donc pour le cas des mélanges liquides-solides, en fait quand vous prenez un solide, vous allez le mettre, donc on va dire un petit cristal, un petit morceau de sel, on va dire. Donc le sel, vous savez que c'est NaCl. Quand vous le mettez dans de l'eau, il peut se dissoudre. Il peut se dissoudre comment? Du coup, en se séparant. C'est-à-dire qu'il va y avoir un côté avec une particule de Na+, et un côté avec une particule de Cl-. Vous savez que quand le solide se dissout, vous allez avoir une ionisation de votre solide qui fait que vous allez avoir une partie qui va devenir Na+, et l'autre Cl-. Et bien, une fois que ce petit morceau de sel il s'est dissous, en fait, le solide va bouger dans votre solution. Donc on dit les molécules de solide se dispersent dans le solvant, elles reviennent à la surface, elles se dispersent un peu partout, enfin, ça va bouger. Tout ça, ça va bouger jusqu'à arriver à un équilibre stationnaire. Ça sera le moment où en fait la dissolution n'est plus possible. Donc c'est vraiment un équilibre. Et donc, bon, alors, la phrase importante à retenir, c'est que cette saturation, c'est-à-dire le moment où on ne peut plus dissoudre le solide, ça va dépendre de la solubilité du solide, mais de la température. Plus vous chauffez, plus ça va se faciliser si c'est endothermique, etc. Et la solubilité, bon, bah, tout simplement, si un truc se dissout mieux qu'un autre, ça dépend de la nature de votre substance. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on vous parle de couronne de solvatation à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est une couronne de solvatation? En gros, on va partir sur le Na+, votre particule de Na+, elle va bouger dans votre liquide, elle va être entourée de l'eau. Là, on parle de l'eau, on va dire. Et bien en fait, dans cette eau, qui sont des H2O, du coup, il va y avoir une couronne de solvatation qui va être formée, du coup, par les O. C'est-à-dire que le Na+, il est positif. C'est une particule positive. Donc, tous les H2O vont s'orienter autour de ce Na+, avec leur partie électronégative, c'est-à-dire le O. Donc, dans H2O, essayez de me suivre. Dans H2O, voilà, les deux H sont électropositifs et le O est électronégatif. Comme le Na+ est positif, toutes les molécules d'eau autour du Na+ vont s'orienter pour que les O soient collés au Na+. Et ça sous forme en fait de couronne. Le Na+ va être entouré que de O. À l'inverse, le Cl-, lui, va être entouré que de H par rapport aux hydrogènes. Et en fait, cet assemblement autour des particules solides, c'est ce qu'on appelle la couronne de solvatation. Et les solides, enfin, les petites particules, vont bouger avec cette couronne. Voilà, ça c'était l'exemple, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'image. Donc là, la partie sûrement la plus importante du cours, parce que c'est un peu celle où il y a le plus de questions qu'on peut poser dessus. Donc on vous parle de la dissolution qui s'accompagne d'effets thermiques. Effectivement, la température a un gros impact sur la solubilité de vos composés. Donc, pour parler du bilan énergétique. Quand le bilan énergétique d'un système, donc quand on considère un système, il faut considérer qu'il y a le truc qu'on va dissoudre, mais il y a aussi l'extérieur. Quand vous allez dissoudre un petit morceau de sel dans une casserole, par exemple, il y a l'eau de la casserole, il y a la casserole, il y a l'air ambiant, etc. Quand le bilan énergétique est supérieur à 0, c'est-à-dire que votre système, donc pour que la dissolution se fasse, il va falloir apporter de l'énergie, parce que c'est supérieur à 0. Si vous apportez de l'énergie pour dissoudre votre sel, vous allez forcément prendre cette énergie de quelque part. Vous allez la prendre d'où? De l'extérieur. Donc vous allez refroidir l'environnement. A l'inverse, si le bilan énergétique est inférieur à 0, ça veut dire que votre dissolution n'a pas besoin qu'on lui apporte de l'énergie. Elle va justement en recracher, en rejeter. Du coup, cette dissolution sera exothermique. Et si elle crache, on va dire, de l'énergie à l'extérieur, ça va du coup échauffer l'extérieur. Voilà, c'est pour ça que vous avez entre parenthèses refroidissement et échauffement. La chaleur de Tristan, dissolution. Oui. excuse-moi, il me semble que le cours là, il est un peu coupé. Alors je sais pas si c'est normal ou peut-être que. Ah voilà, d'accord, c'est toi qui a augmenté. Ah, D'accord, mais ça. c'est bien alors. Tu peux Ah, tu nickel, peux le faire. ok. Pas de souci. Je savais pas que ça bougeait aussi pour vous, je pensais que c'était que pour moi. Et je vous invite à participer, hein, les autres, hein, donc n'hésitez pas à interrompre pour le cours. Du coup, la chaleur de dissolution, c'est défini par la quantité de chaleur qu'il faut donner ou enlever en fait pour dissoudre une mole de soluté. Donc ça, vous avez aussi en UE3, c'est par rapport à l'enthalpie de vaporisation, tout ça. C'est un peu la même chose.
Et du coup, le rôle de la température, donc si vous avez une dissolution qui est endothermique, endo ça veut dire à l'intérieur, vous allez devoir chauffer votre système pour que la dissolution soit favorisée. À l'inverse, une dissolution qui est exothermique, exo c'est extérieur, du coup, plus vous chauffez, moins votre dissolution va marcher. Une dissolution exothermique, elle a besoin de dégager de la chaleur. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Les exemples avec vous avez des exemples avec le sel et le ciment et tout, ça c'est, on va dire, moins important. Hein. C'est un peu, enfin, retenez vraiment les encadrer pour le coup. Alors là, vous avez un petit détail sur les cas des composés ioniques, donc comme le sel. Les composés ioniques, c'est les composés solides en fait qui, quand ils vont se dissoudre, vont donner des ions. Donc NaCl donne Na+, Cl-. Donc ça, ces composés ioniques qui sont très bien solubles dans l'eau parce que l'eau est très polaire et elle va très bien solubiliser ce genre de composés. Du coup, un cristal de NaCl, dans l'air ambiant, il va falloir le chauffer très fort pour qu'il se dissoude, alors que si vous le mettez dans de l'eau, il va se dissoudre beaucoup plus facilement. Pour venir vaincre la cohésion d'un cristal, donc d'un composé ionique, par exemple le sel ici, c'est vrai qu'il faut compenser du coup les forces d'attraction électrostatiques. C'est-à-dire que quand vous allez dissoudre votre NaCl, comme c'est polaire, il va y avoir quand même une tendance pour que les atomes s'accrochent entre eux et s'attirent. Elle est donnée par cette formule-là. Donc ça, vous le reverrez aussi avec le cours électrophysio. Mais cette formule, en gros, vous devez la prendre et elle vous explique que plus, ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que comme vous avez le d au carré, c'est-à-dire que plus la distance entre les deux particules est grande, moins l'attraction sera forte, vu qu'il est au dénominateur. Tristan, est-ce que tu peux dézoomer, s'il te plaît? Oh, pardon. Non, pas de souci. Voilà, donc cette formule-là, il faut vraiment tenir le d carré qui est en dénominateur. Et du coup, plus il grandit, plus la force va diminuer et plus l'attraction sera moins importante. Voilà, c'est vraiment l'essentiel à retenir. Après, la formule, il faut la retenir aussi, mais ce n'est pas le plus important. Pour les solides, du coup, ce sont des agrégats formés par l'ajout d'un ou plusieurs éléments différents dans un métal pur. Donc, ça a une petite définition à connaître. On parle d'une miscibilité totale, enfin en toute proportion, pardon, quand on a une solution solide continue, c'est-à-dire qu'en fait, on a un mélange qui est homogène. Donc là, c'est le cas de l'alliage or-argent. AU, c'est l'or. Hein. Donc ça, c'est une miscibilité en toute proportion, donc on va dire quand tout se passe bien. Il existe des cas de solides qui ne sont pas forcément mélangeables à 100%. Donc qu'est-ce que c'est ce qui va influencer ça, c'est deux choses. Les rayons atomiques comparés et les différences d'électronégativité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand vous avez des atomes de solides, selon les atomes, vous avez des rayons qui sont plus ou moins gros. Donc vous avez des atomes qui sont plus gros que d'autres, plus petits. Ça, c'est les rayons atomiques comparés. On dit bien atomique et pas moléculaire. Donc ça va influencer sur votre solubilité. Et vous avez une différence d'électronégativité entre les atomes. Ça qui va aussi influencer l'attraction et la répulsion. À savoir que les mélanges solides-solides se font toujours à chaud. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mélanger du cuivre et de l'argent sans chauffer, parce que c'est solide. Donc il va falloir en fait les fusionner. Sur cette diapo, l'encadré en rouge, ça je vous laisse l'apprendre par cœur. Tout simplement, c'est des formules qui servent et que vous devez connaître par cœur. Vous retrouvez la molarité et la modalité qu'on a vu en IE3. Et pour les petites forces intermoléculaires en bas, ça c'est très important aussi. Donc les forces intermoléculaires, ici on parle des forces de Van der Waals. Donc vous avez la liaison hydrogène aussi qui est importante qu'on a vu en IE3. Je vous renvoie à ce cours. Et les forces de Van der Waals, donc ce sont des forces électrostatiques qui marchent entre les polarités des molécules. On en a trois. Les forces de Kissom, les forces de Debye et les forces de London. Alors, les forces de Kissom, elles se passent entre deux molécules qui ont toujours un moment dipolaire. C'est-à-dire que ce sont deux molécules qui sont toujours polaires. Exemple, l'eau. H2O, H2O, les deux sont polaires, elles ont ce qu'on appelle des moments dipolaires permanents, parce qu'ils sont tout le temps là. Du coup, elles vont s'attirer par les forces de Kissom. Les forces de Debye, c'est entre une molécule qui a un moment dipolaire permanent, donc de l'eau, et une molécule qui a un moment dipolaire induit. C'est-à-dire que celle qui est permanente polaire, elle va induire la polarisation de l'autre. Ça, c'est Debye. Et London, c'est deux molécules qui n'ont pas de moment dipolaire. Permanent, du moins. Ce sont que des moments dipolaires induits, du coup. Ça veut dire qu'elles sont polaires par d'autres molécules qui sont plus loin. Donc pour retenir ça, vous retenez que, il y avait un moyen mot technique, c'était que Kissom, vous regardez les deux E, ils sont collés. Du coup, vous dites que les deux E sont collés dans le mot. Donc c'est deux permanents. Pour Debye, les deux E sont éloignés. On a un permanent et un induit. Et pour London, il n'y a pas de E. Donc c'est deux moments dipolaires induits. Voilà, c'était le petit moyen mot technique. Ça, je ne m'attarde pas dessus parce que c'est un peu abstrait. Mais en gros, l'activité d'une solution, c'est juste le fait qu'on considère que la solution, elle a une concentration
inférieure à la réalité. Et du coup, vu avec cette concentration inférieure, on essaye de voir un peu les phénomènes qui s'y passent. Donc, ce qu'il faut retenir vraiment, c'est la formule qui est très simple. Activité égale coefficient d'activité fois la concentration. Sachant que le coefficient d'activité est compris entre 0 et 1. Du coup, ça veut dire qu'on aura par exemple 0,5, ce qui fait que la concentration sera inférieure. Donc, on voit bien la définition. On parle d'une concentration moindre que la concentration réelle. Donc, la formule reflète bien ça. Et pour la fin, donc la fugacité, c'est pareil. Apprenez la formule sans vraiment comprendre. C'est un peu triste de dire ça, mais la fugacité, juste sachez que ça parle des gaz. En gros, c'est l'activité d'un gaz. Voilà. Pour l'activité d'une solution, on parle d'un liquide, on parle d'activité. Pour un gaz, on va parler de fugacité. Et pour la thermodynamique des solutions, donc toute cette partie-là, vous voyez, avec plein de lettres, de delta et d'intégrales et tout, ce n'est pas du tout à prendre. Retenez juste l'encadré, même si effectivement c'est jamais tombé, mais retenez l'encadré. Donc en fait, le G, c'est l'enthalpie libre, c'est une énergie que vous verrez plus tard. Donc retenez cette petite formule pour calculer du coup la variation de pression d'un gaz à une mole. Mais ce qui est important, donc là pareil pour en haut, l'enthalpie libre d'une solution est fonction de son activité ou de sa concentration. Apprenez les deux dernières formules, donc GT plus RT ln de A ou RT ln de C, activité ou concentration, sans forcément comprendre parce que voilà, le prof ne détaille pas du tout. Par contre, ce qui est important à retenir, c'est le dernier exemple. On vous parle des ions H3O+, qui sont sécrétés du sang vers le liquide gastrique. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Les ions H3O+, ce sont des ions qui sont acides. Le pH du sang, 7,4, et on va dire à peu près neutre. Et le pH gastrique est très acide, pH 1. Et les ions acides, pourtant, sont sécrétés du sang vers l'estomac. Ce qui semble un peu bizarre, parce que normalement, la tendance veut qu'on équilibre un peu les gradients de concentration, de pH et tout. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'au final, avec les formules et tout, vous n'avez pas à retenir la démonstration, les calculs, vous avez juste à retenir que ce transport, il demande une énergie ΔG supérieure à 0. C'est-à-dire que pour fonctionner, pour que ce transport se fasse, des H3O+ du sang vers l'estomac, vous devez avoir un apport d'énergie, ΔG supérieur à 0. C'est-à-dire que ce transport, il n'est pas spontané, vous devez apporter de l'énergie. Et pourquoi vous devez apporter de l'énergie? C'est un peu comme en UE2 avec la pompe ATPase, par exemple. En fait, vous devez aller contre le gradient. Donc quand vous allez contre le gradient, contre la logique des choses, contre l'équilibre, en fait, vous allez devoir apporter de l'énergie pour que le transport se fasse, pour que l'activité se passe. Là, c'est exactement ce qui se passe. On apporte de l'énergie pour que les ions H3O+ puissent aller du sang vers la lumière gastrique. Donc donc voilà, on dit nécessite un travail, donc de l'énergie apportée. Et là, l'hydrolyse, en l'occurrence, c'est l'hydrolyse de l'ATP qui permet d'apporter l'énergie pour que ce transport se fasse. Quand ΔG est supérieur à 0, c'est pas spontané, il faut l'énergie. Quand ΔG est inférieur à 0, c'est spontané, pas besoin d'apporter de l'énergie. Voilà pour les solutions. Est-ce que vous avez des questions tant que je passe à l'autre cours? Okay. Oui, Tristan, du coup, oui. Normalement, ça va dans le sens du moins acide au plus acide. Enfin, j'ai pas trop... En fait, ça va dans le sens d'équilibrer. C'est-à-dire que là, c'est comme les H3O+ sont acides, la tendance voudrait que les acides viennent dans le sang. Comme ça, tu vois, ton sang, il serait un peu plus acide et tu aurais un équilibre entre ta lumière gastrique qui est très acide et ton sang qui est basique, enfin qui est neutre, on va dire. Okay. Si on commence à mettre des H3O+, tu vois, ça deviendrait un peu acide. Du coup, les deux seraient équilibrés. Ok. Et du coup, quand ΔG est supérieur à 0, c'est que c'est pas spontané. Voilà, quand ΔG est supérieur à 0, ça veut dire qu'il faut apporter de l'énergie. Okay. Du coup, si tu n'en apportes pas, la réaction se fera pas. Voilà, la pompe, par exemple, la pompe ATPase, là que vous voyez en UE2, la pompe K+, Na+, je ne sais pas si vous l'avez vu, je crois. En gros, il y a plus de K+ à l'intérieur de la cellule et plus de Na+ à l'extérieur. Oui. Donc normalement, les Na+ vont rentrer et les K+ vont sortir pour équilibrer. La pompe ATPase, du coup, elle, si on lui donne de l'hydrolyse, ce qu'elle va permettre, c'est quand même de capter des K+ à l'intérieur et de jeter des Na+ à l'extérieur. Donc de renforcer en fait le déséquilibre. Okay. Tu vois, et en fait, on donne de l'énergie on donne de l'hydrolyse de l'ATP, on utilise cette énergie pour aller contre le gradient. Ok, voilà. Ça marche. Merci. Donc, réaction acido-basique. Donc, pareil, je vais vous parler que des petits encadrés et ce qu'il faut retenir important. Mais là, j'avoue que pour ces deux cours, acido-base et oxydoréduction, en vrai, il faut vraiment aller à l'essentiel. Ne vous prenez pas la tête, voilà, donc je vais vous le dire, mais avec tous les détails, c'est vraiment pas important. Par contre, ce qui est très important pour ces deux cours, surtout que la plupart du temps, bon là, ça changera avec la réforme, mais les questions seront un peu mêlées, c'est-à-dire qu'on peut vite s'embrouiller. C'est les définitions qui sont super importantes.
Ne confondez pas en fait quand vous parlez d'acide base et d'oxydoréduction. Donc normalement vous avez un peu des références sur ça. Mince, j'ai trop zoomé. Donc un acide, qu'est-ce que c'est? Là, ces définitions-là, elles sont super importantes, vous devez les connaître par cœur. Un acide, c'est une espèce susceptible de libérer ou céder un ou plusieurs protons. Un ion H+, c'est un proton. Donc vous avez des monoacides, des diacides. On parle de mono ou diacide selon le nombre de H. Tout simplement, l'acide sulfurique. Ah oui, petit détail, quand vous voyez des formules, donc des molécules, essayez d'aller regarder leur nom quand même sur Internet. Parce qu'effectivement, on peut vous dire ah ben l'acide sulfurique, c'est quoi comme acide? Si vous ne savez pas c'est quoi l'acide sulfurique, vous êtes mal. Du coup, là, ici, le diacide, H2SO4, c'est de l'acide sulfurique. Le HCN, c'est de l'acide cyanhydrique. Voilà, essayez d'apprendre tout ça. Du coup, le nombre de H détermine si c'est un monoacide ou un diacide ou un polyacide. Une base, elle, c'est l'inverse, c'est une espèce susceptible de capter au moins un proton. Du coup, vous avez l'exemple de l'ammonium, NH3, qui se transforme du coup en ammoniac quand on capte un proton. Donc ces couples-là, ils sont toujours associés, c'est-à-dire qu'à un acide correspond toujours une base. Et quand vous avez un couple acide-base, l'acide sera toujours par convention écrit à gauche et la base écrit à droite. Vous pouvez le voir facilement entre celui qui a gagné ou perdu un proton, mais c'est quand même à savoir que l'acide est à gauche et la base est à droite. L'eau, vous devez le savoir aussi, c'est une espèce amphotère, c'est-à-dire qu'elle peut à la fois agir en acide ou en base, donc elle peut soit capter un proton et du coup devenir H3O+, soit elle peut céder un proton et devenir OH-. Donc ça, c'est une espèce amphotère, ou dit aussi ampholyte. La force des acides, donc ça, c'est super important aussi. La force d'un acide caractérise la facilité qu'il a, du coup, à céder ses protons. Donc un acide, on a dit qu'il cède ses protons, donc c'est la force qu'il a à céder. Une base, c'est l'inverse, c'est la force qu'elle a à capter des protons. Donc la force des acides et des bases, elle est donnée par leur constante d'acidité Ka. Seulement ça. C'est-à-dire que si on vous dit que le pH détermine la force d'un acide, c'est faux, c'est carrément faux. Le pH, il donne juste si une solution est acide, basique ou neutre. La force d'un acide ou d'une base, c'est juste le Ka. Le Ka, on le retrouve avec la relation pK égale moins log de Ka, donc ça c'est une relation à connaître. Vous n'aurez pas de calcul à faire dessus, ne vous inquiétez pas. Mais c'est la relation à connaître. Plus le pK est faible, plus l'acide est fort. Ça dépend de la formule. Du coup, vous voyez que si le pK est faible, en gros, votre K va augmenter selon la formule moins log, mais bon, c'est pas très important, retenez juste le chiffre encadré. Et concernant les valeurs de l'acide acétique et l'acide cyanhydrique, vous avez des K et des pK à donner. Vous voyez que l'acide acétique, il a un K de 10-5, ce qui est beaucoup plus grand que l'acide cyanhydrique qui a un K de 10-10, donc 0,00000. Du coup, l'acide acétique est plus fort. Mais ne retenez pas les valeurs, ce n'est pas important. Le cas de l'eau, du coup, en fait, on vous donne une démonstration où on vous dit nanana, machin. Bref, on s'en fiche. Ce qu'il faut retenir, c'est que le produit ionique de l'eau, donc Ke, c'est égal à la concentration en OH- fois la concentration en H3O+. Et du coup, à 25 degrés, enfin, dans les conditions normales, on va dire, ce produit ionique, il est égal à 10-14. Parce que l'eau, c'est neutre. Du coup, les OH- et les H3O+, ils ont la même valeur. C'est 10-7 fois 10-7, ça vous fait 10-14. Et on passe comment de 10-14 à 14? C'est la relation en fait entre Ke et pKe. Comme en fait pKe, c'est comme le pKa pour le coup, c'est la même relation. Comme pKe est égal moins log de 10-14, en fait le log, il permet de supprimer une puissance de 10. C'est-à-dire que si vous avez moins log de 10-14, vous supprimez le 10, il vous reste moins 14, ça vous fait 14. Voilà. Ça, c'est juste comment utiliser log. C'est vrai que on n'a jamais de calcul sur ça, mais ça peut aider. Sachez que le log supprime le 10 puissance. Il ne supprime pas l'exposant, il supprime juste le 10 puissance. Et du coup, on met le moins log pour équilibrer au niveau des charges. Donc ça, c'est le cas juste de l'eau. Ce Ke 10-14, c'est juste l'eau. Le cas d'une base, c'est pareil. Là, vous avez toute une démonstration. En fait, pour ce cours, les démonstrations ne sont jamais à connaître. Si vous voulez comprendre, ça peut aider. Ça aide vraiment, d'ailleurs, c'est très pratique. Mais ce n'est pas du tout à connaître par cœur. Ce que vous devez retenir ici, c'est que pKa plus pKb égale 14 dans le cas d'une base et que pKb moins 14 pKb égale 14 moins pKa. Les pKa, les pK se compensent en fait. C'est juste ce qu'on veut vous dire. Pardon. Donc là, on vous parle de la solution telle quelle et on vous parle du pH. Ce que vous avez à savoir, c'est que plus on ajoute de l'acide dans un truc, plus on va augmenter les H3O+.
Donc plus l'H3O+ sera supérieur à 10 puissance moins 7 mol, donc là on se réfère par rapport à l'eau. Et du coup, plus on augmente l'acide, plus le pH va diminuer. Plus on augmente la base, donc les OH-, plus le pH va augmenter. Ça, normalement, vous le connaissez à peu près, mais c'est super important de savoir que le pH faible, c'est l'acide, et un pH fort, c'est plus basique. Un pH neutre, c'est autour de 7. La formule du pH, donc on se base que sur l'H3O+, quand on fait des calculs. C'est l'H3O+, qui nous détermine vraiment le pH, on se base pas sur OH-. Du coup, un pH, c'est égal à moins log de la concentration en H3O+. Donc retenez bien que, voilà, inférieur à 7, c'est acide, supérieur à 7, c'est basique. Et, phrase super importante qu'on a déjà dite, c'est que le pH ne donne aucune indication sur la force des acides et des bases. Ce qui donne une indication sur cette force, c'est juste la constante d'acidité Ka. Ensuite, là, on vous parle de grosses démonstrations. Donc, ce que vous allez retenir, c'est les deux approximations. En gros, quand on fait un équilibre acido-basique, donc quand on regarde si on a plus de base, plus d'acide ou quoi, on va faire deux approximations au niveau des calculs. Vous n'avez pas à savoir la relation, enfin les démonstrations. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour calculer le pH, on va faire une approximation qui est qu'on va considérer que si on mélange dans de l'eau, les H3O+ qui vont dériver en fait de cette eau qui se dissocie, vu que l'eau est amphotère, on ne les considère pas. C'est le seul truc que vous avez à retenir. Première approximation, c'est qu'on oublie les H3O+ provenant de la dissociation de l'eau, qui est une espèce amphotère. On les néglige. Donc là, vous avez une grosse formule à encadrer. J'avoue qu'elle n'est normalement pas à connaître, mais essayez quand même de l'apprendre. Et la deuxième approximation, du coup, c'est que ce calcul de pH, il va être différent selon si on parle d'un acide fort ou faible. Ça, parce que les formules sont différentes, tout simplement. Voilà, après la démonstration, ce n'est pas à retenir. Et du coup, au niveau des calculs de pH, et ben là, je vais aller très vite parce que je ne vais pas commencer à vous détailler les formules, vu que je n'en sais rien du tout. C'est des formules qui sont posées comme ça, qui ont été travaillées voilà, par des scientifiques. Hein. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, du comment. Mais tous les encadrés à partir de ces diapos-là sont à apprendre par cœur, mais pas les démonstrations. C'est-à-dire que voilà, le pH d'un acide fort, donc vous devez bien isoler chaque cas. Mettez-vous une petite fiche avec acide fort, formule, acide faible, formule, base forte, formule, base faible, formule. Donc l'acide fort, c'est pH égale moins log de C. Vous avez l'exemple de l'acide chlorhydrique HCl. L'acide faible, c'est pH est égal à 1,5 de pKa moins 1,5 de log de C. Donc voilà, vraiment, les démonstrations ne retenez pas. Du coup, par contre, faites attention que 1,5 de pKa moins 1,5 de log de C, c'est pareil que 1,5, ouvre la parenthèse, pKa moins log de C. Faites attention juste à ça, parce qu'on peut facilement venir vous embrouiller en changeant un peu la formule, alors que ça reste pareil. Pareil, vous n'aurez pas de calcul normalement. Ne vous inquiétez pas sur ça. C'est que les formules qu'on vous demandera. Donc ça, c'est un acide faible. Pour les bases, les approximations au niveau des calculs sont les mêmes. On néglige les H3O+ et tout, et on fait attention si c'est faible ou fort. Pour une base forte, du coup, c'est pH égale 14 plus log de C. Pour une base faible, c'est 1,5 de 14 plus pKa plus log de C. Donc là, pareil, on peut très bien mettre un item, d'ailleurs je l'ai fait, où on distribue le 1,5. C'est-à-dire que cette formule, en fait, c'est égal à 1,5 fois 14, ça fait 7. Donc c'est égal à 7 plus 1,5 de pKa plus 1,5 de log de C. On peut vous piéger comme ça. Donc voilà. Mais Tristan, oui. est-ce qu'on peut avoir des calculs sur ça? Non. Enfin, en tout cas, il n'y en a jamais eu. Après, voilà, je sais que c'est un peu triste de vous dire ça, mais avec la réforme, on ne sait pas trop comment ça va se passer et tout, mais normalement, les cours restent les mêmes, donc il n'y aura pas de gros changements. Donc au pire, si vous avez des calculs, ça ne sera vraiment pas des calculs compliqués, vu que vous n'avez pas le droit à la calculette normalement. Donc vous aurez des nombres super simples, ça sera super facile. Ok, merci. Voilà, faire 1,5 de 14, ça fait 7, voilà, ce sera des trucs comme ça, quoi. Et donc à la fin, vous avez les solutions qui mélangent les sels d'acide fort et d'acide faible, et de base forte, enfin bref. Ça mélange un peu tout, mais pareil, ce n'est que les encadrés qui sont à connaître, sauf le cas de acide fort et base forte. Quand vous mangez tout ça, enfin, quand vous mangez un acide fort et une base forte, vous avez un pH qui arrive à 7, vous avez une neutralisation en gros. Et après, pour le reste, c'est pareil, c'est des formules à prendre par cœur. Et en gros, vous retombez sur les formules d'avant. C'est-à-dire quand vous faites un acide fort avec une base faible, en gros, considérez que votre acide fort, du coup, il va être diminué, et il va revenir au stade d'acide faible. Et comme vous voyez, la formule de ce cas, c'est pH égale 1,5 de pKa moins log de C. C'est exactement la formule de l'acide faible qu'on a vu auparavant. L'autre cas, c'est l'inverse, c'est un acide faible avec une base forte. Considérez que du coup, votre base forte, elle est diminuée pour revenir à une base faible. Et du coup, on retombe sur la formule de tout à l'heure de base faible, 1,5 de 14 plus pKa plus log de C. C'est vraiment que les formules qui sont à prendre. Pareil pour un acide faible, une base faible, là c'est une nouvelle, c'est 1,5 de pKa de l'acide plus pKa
de la base. Enfin, peu importe, inversement, quoi. Et après, vous avez une fin sur la neutralisation qui est quand même moins importante. La neutralisation, normalement, vous l'avez vu vite fait en terminale, si vous avez fait terminale S. C'est simplement le fait que quand on ajoute une soude, et du coup, on va venir reneutraliser le pH acide et venir à un pH du coup plus neutre. C'est le juste, c'est quelque chose que vous avez fait, c'est les équivalences en fait. Voilà, c'est trouver le point d'équivalence, tout ça. Donc je reviens pas dessus, normalement vous connaissez un petit peu. En tout cas, sachez juste que retenez vraiment l'essentiel de ces dernières diapos, que les réactions de neutralisation, vous devez comprendre ce que c'est la neutralisation sans connaître toutes les valeurs, elles ne sont pas du tout à apprendre. Juste comprendre voilà, que quand on met une soude, eh ben, on va ajouter de la base et venir tamponner en fait, le pH pour qu'il soit plus neutre et moins acide. C'est tout ce que vous avez à retenir, pardon. Et du coup, on vous parle juste de l'effet tampon. Donc l'effet tampon, c'est l'effet qui va permettre en fait de garder un pH constant. Donc cet effet tampon, il est maximum quand dans une solution, vous avez un pH qui est égal à votre pKa de votre acide ou de votre base. Voilà, c'est juste la phrase qu'il faut retenir. L'effet tampon est maximal quand pH égale pKa. Et ça, c'est par rapport voilà, au point d'équivalence que normalement vous connaissez un minimum. Pour ceux qui n'ont pas fait terminal S, venez me voir en message privé. J'essaierai de vous détailler un petit peu plus. Mais la fin du cours est moins importante. Retenez après le dernier encadré. Là, pour le coup, tout est important. Donc, je ne reviens pas dessus. Mais du coup, voilà, solution tampon, c'est un acide faible avec une base forte. Et inversement, base faible avec un acide fort. Et phrase importante, l'intérêt des solutions tampons, c'est de maintenir un pH constant et non pas un pH neutre. Voilà, solution tampon, c'est maintenir un pH constant. Pas forcément un pH neutre. Ça peut très bien être un pH tamponné à 1. Par exemple, dans l'estomac, c'est très acide. Ben, les solutions tampons, elles vont tamponner un pH pour qu'il reste acide et pour que votre digestion se passe bien. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur celui-là? Moi, j'avais une question par rapport à l'équivalence, tout ça. Est-ce qu'il demande beaucoup dans les QCM de retrouver le point d'équivalence ou Non, voilà, justement. Ça, normalement, si tu me disais ce que tu as dû faire terminal S, je pense. Ouais. Non, voilà, ça, vous l'avez appris en terminale, c'était super sympa et tout, c'était super rigolo, mais ça, vous l'aurez plus. Hein. Okay, le prof, voilà, sur ces deux cours, acide de réduction et acide aux bases, il s'attarde vraiment sur le général au niveau qu'est-ce qu'un acide, qu'est-ce qu'une base, qu'est-ce qui se passe, les formules. Les points d'équivalence, j'en ai jamais vu en anal. À la limite, il peut te dire qu'est-ce que c'est le point d'équivalence, quoi. Ok, Voilà, d'accord. Et il peut pas te dire calcule-le, trouve-le, il n'y aura pas de graphique, enfin voilà. Tout ça, normalement, non. Après, c'est normalement, encore une fois, tu vois, comme les choses risquent de changer, je ne peux pas te dire à 100%, mais je suis sûr à 90% que les choses resteront pareilles. Donc ne t'inquiète pas. Comprends juste la généralité, qu'est-ce que c'est la neutralisation et tout. Ça marche. Oxydoréduction, bah, du coup, c'est vraiment pareil que acido-base. On vous demande de retenir vraiment l'essentiel et qu'est-ce qu'un oxydant, qu'est-ce qu'un réducteur. Donc je vais aller vite dessus. Juste, ce qui est un peu plus compliqué à ce niveau-là, c'est que ça s'inverse un peu, enfin, on peut vite se confondre les choses, c'est-à-dire que oxydation, c'est une perte d'électrons. Donc vous voyez là que vous avez le fer qui va perdre des électrons et qui va donner du coup un Fe2+, donc c'est du fer ferreux qu'on appelle. Quand c'est Fe3+, c'est du fer ferrique, petit tips pour retenir, enfin pour savoir, vous pouvez avoir des mots comme ça. Donc le fer, il va perdre des électrons, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a 2 électrons à la fin de la réaction qui ont été du coup dégagés. Et la réduction, c'est l'inverse, c'est un gain d'électrons. Vous avez Ag+, donc argent, qui va gagner un électron et qui va devenir de l'argent. Voilà, l'ion se transforme en argent. Et du coup, c'est un peu contradictoire. Enfin, c'est très logique, mais juste ça peut embrouiller, parce qu'un oxydant, c'est un corps ionique ou neutre capable de capter un électron. Alors qu'on dit que l'oxydation, c'est une perte d'électrons. Du coup, voilà, vous ne confondez pas trop avec ça, isolez bien les choses. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment toutes ces définitions-là. Le premier encadré, il est super important. Retenez bien, oxydant, il capte des électrons, réducteur, il en cède, et du coup, oxydation, c'est une perte d'électrons, réduction, c'est un gain d'électrons. En fait, c'est un peu inversé, vous voyez que les formules, je sais pas moi, par exemple, le cuivre est réducteur, du coup, il va céder des électrons, c'est pour ça qu'à côté, on a Cu2+, plus 2 électrons, mais du coup, dans ce cas-là, on parle d'une oxydation, vu qu'on a perdu des électrons. Bref, c'est un peu inversé, ça se fait écho, bref. Voilà, retenez bien ça, c'est le plus important pratiquement. Ensuite, pareil, comme sur l'acide base, on vous parle un peu des différents trucs. Donc, gain et perte d'électrons, en fait, oxydoréduction sont des processus qui sont inversibles, c'est-à-dire qu'on peut aller d'un côté comme de l'autre. Voilà, ça peut se faire dans les deux sens et pas dans un sens unique. Les couples, c'est pareil.
on a toujours un oxydant avec un réducteur, avec l'oxydant qui est toujours à gauche par convention et le réducteur qui est toujours à droite. Donc ça, s'il y a des questions sur ça, ça sera toujours pareil, c'est une convention. Selon si un oxydant est fort ou faible, c'est pareil que pour les acides et les bases. Un oxydant est fort s'il a une facilité à capter des électrons. Du coup, c'est là qu'il faut faire attention. Si on vous dit un oxydant est fort parce qu'il a une capacité importante à capter des protons, on peut vous piéger sur ça en fait. Donc faites vraiment attention à bien isoler les cours. Et un couple redox, donc un couple oxydoréduction, enfin oxydant-réducteur, il est d'autant plus fort que son caractère oxydant est marqué. Ça se détermine avec le potentiel redox standard. Donc c'est le E petit rond V. En gros, c'est un truc en volts qui vous dit si votre couple il est fort ou il est faible. C'est tout. Vous n'avez pas vraiment besoin de savoir qu'est-ce qui se passe vraiment. Juste plus ce E est important, plus votre couple oxydant est fort et plus votre caractère oxydant est marqué. Et ça, c'est en volts par contre. Réaction d'oxydoréduction, je pense que vous en avez fait si vous avez fait terminal S, donc normalement ça ne devrait pas trop avoir de secret pour vous. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces réactions? On a des échanges d'électrons, donc c'est pour ça que ça vous fait des phénomènes électriques qu'on retrouve au niveau des piles ou quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que la forme oxydée réagit toujours avec la forme réduite. Pareil en acide-base, l'acide réagit toujours avec la base. Vous n'avez pas deux oxydants qui réagissent ensemble, sinon ça ne marche pas. À savoir du coup que quand vous faites une réaction d'oxydoréduction, vous avez forcément deux couples du coup. Un couple oxydant-réducteur et un autre couple oxydant-réducteur. Et bien selon le potentiel du plus fort, si le premier couple est plus fort que le deuxième au niveau du potentiel redox standard, donc le E en volts, la réaction va se faire dans un sens ou dans l'autre. Voilà, vous avez l'exemple ici, si votre premier couple est plus fort avec son E plus fort, ben la réaction se fera dans son sens et inversement. Ça, normalement, vous n'aurez jamais à calculer le potentiel redox d'un couple et il y a vraiment très peu de questions, enfin même pas du tout, sur le sens, mais il faut savoir comment ça influe. Tristan, Oui. moi j'ai pas compris le sens 1, ce que ça signifiait. Enfin, sens 1, sens 2, ce que ça veut dire quoi? En gros, c'est par rapport à la façon dont tu poses tes équations. Attends, j'ai pas bien regardé là, mais si tu veux, tu me dis après. Je te l'explique Ok. en réécrivant bien. Même si tout le monde n'a pas compris. Les flèches. Voilà, c'est écrit. Oui, c'est écrit, mais en gros, c'est vraiment la façon dont tu poses. Et en gros, si ton oxydant, du coup, réducteur 1, il est à gauche, et que c'est le plus fort, ben, il ira dans la transformation qui va vers la droite. Enfin, Ah oui, c'est bon, ok. tu vois? Voilà. Ok, ça va. Merci. Est-ce que Selon- Tristan, Oui. est-ce que tu penses que ça serait intéressant ou pas, enfin, en tout cas avec vous, de corriger peut-être un ou deux QCM avec eux pour voir un peu Ah bah oui, je peux sur oxydoréduction. Ouais. ce que tu as envoyé, quoi, pour corriger un Ouais, peu avec eux. Ben de toute façon, on fait ça juste maintenant parce qu'après, c'est vrai que je peux pas vous dire grand-chose sur cette réduction. Donc Voilà, là, au je moins, finis voilà, on à finit tout sur et ça. On finit allez, sur les QCM. Voilà, tu en corriges quelques-uns pour voir un peu le type de QCM. Tu allez, partages ton nickel, écran. bonne idée. Et juste pour information, pour la semaine prochaine, on va attaquer la chimie organique. Donc la chimie organique la semaine prochaine. Donc il y aura un enseignant, ok. Donc ça sera dimanche prochain. Et donc on va tout faire un programme sur la chimie organique avec Tristan. Tristan, je vais voir avec lui, mais il pourra intervenir dans la semaine une fois, peut-être une petite demi-heure pour vous coacher un peu en chimie organique. Et vous aurez un cours de la semaine prochaine de 1h30, 2h, comme d'habitude, avec Monsieur Curovert. Comme ça, vous aurez tous les abords. Voilà, donc j'ai commencé à vous mettre un cours. Je vais vous le mettre sur le site pour cet après-midi, sur les premiers cours. Et puis, on va organiser ça avec Tristan. Voilà, donc vous pouvez corriger. Tristan va vous corriger le QCM. Merci Dan. Tristan, Oui. j'ai juste une question. J'ai pas trop regardé les annales, mais est-ce que ils demandent d'équilibrer les réactions? En fait, on te donne Avec des toutes les fois, on te étapes. donne des fois, on te donne des couples et on te dit qu'est-ce que ça donne au final. Ok, donc. Donc, il faut savoir la faire, ouais. Ok. Voilà, mais je vais vous montrer vite fait. Donc là, sur la suite du cours, le nombre d'oxydations, je vais vous expliquer dans un QCM comment on fait. Vous avez juste à connaître le tableau, qui est important. Tristan, Oui. est-ce que tu aurais des exemples comme ça pour qu'on s'entraîne à les faire? Parce que c'est un truc où j'ai essayé hier, où je galère un peu à équilibrer les réactions. Ouais, ben, si vous voulez, je vais vous montrer mes QCM et après, c'est très facile d'en trouver sur Internet. Vous tapez réaction oxydoréduction et il y en a vraiment, vraiment pas mal. Ça peut vous entraîner, mais après, voilà, sachez que normalement, que ce prof-là fait tomber ses exemples à lui. Donc normalement, il n'ira pas plus D'accord. loin que ce qui est dans son cours, tu vois.
Ok. Il te donnera au Merci. pire voilà, ce qui est vraiment les atomes dont il a parlé lui. Du coup, Ok. je regarde vite fait ce qu'il y a à dire, mais voilà, on va parler de ça avec le QCM. Toute la fin sur la thermodynamique, apprenez les réactions finales, encore une fois, sans connaître les démonstrations et tout, sachant qu'en plus, c'est vraiment pas important. L'exemple de la pile, essayez de le comprendre aussi, c'est par rapport à la formation de cuivre ou de zinc, etc., les réductions oxydants, ça, essayez de le comprendre, mais c'est pas très important non plus, c'est pour ça que j'ai pas trop envie de passer du temps dessus. Si vous avez des questions sur la fin, en fait, venez me voir, c'est plus simple. Et voilà, pour tous ces gros trucs-là, incompréhensibles que j'ai jamais, jamais compris, c'est pas important non plus. Retenez les encadrés, les gros encadrés, mais sinon, c'est pas important. Et sur la fin, pareil, essayez de retenir la grosse formule sans vraiment comprendre. C'est un peu triste de dire ça, je sais, mais il y a plusieurs cours où c'est un peu tendu, il faut malheureusement apprendre par cœur. Mais sur cette fin-là, normalement, il n'y a vraiment jamais de questions, donc vraiment, apprenez les dernières formules. Alors du coup, je vais vous partager le QCM que j'ai normalement ici. Oui, c'est bon, je l'ai. Yes. Alors, je sais pas si vous l'avez fait. Du coup, bon, on va aller directement à acide de réduction, vu que solution, normalement, ça va. Acide base, normalement, ça va. Si vous avez des questions, de toute façon, vous essayez de le faire et vous me dites. On va aller directement à la question, du coup. Alors, la question 12 quand même. Donc, la question 12, du coup. Dans les réactions d'oxydation, je vous fais vite fait les corrections de deux questions, on va dire 12 et 13, quoi. Et peut-être 14. Donc 12. Dans les réactions d'oxydoréduction, la forme oxydée d'un couple réagit avec la forme réduite d'un autre couple. Ça, oui, du coup. C'est ce qu'on a dit, c'est le principe réaction d'oxydoréduction. Donc c'est un oxydant et un réducteur. Dans les réactions d'oxydoréduction, le sens d'évolution de la réaction se fera selon le couple qui a le plus fort potentiel redox standard. Donc c'est le plus fort E en volts. Ça, c'est vrai. Selon si le premier couple est plus fort ou plus faible, la réaction se fera dans son sens ou dans l'autre. Là, un peu plus compliqué. Pour la molécule HNO3, le nombre d'oxydation de N est égal à plus 5. Ça, c'est ce qu'il y a dans votre cours. En gros, comment ça marche? Je ne sais pas si je l'ai mis à la correction. Ah mince, j'ai pas la correction avec moi. Il va falloir que je le fasse en direct live. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Je sais que là, j'ai pas mis de correction écrite. Essayez de suivre et de comprendre mon raisonnement. Mais après, c'est dans votre cours celui-là. Hein. Cet exemple, c'est celui du cours. En gros, le nombre d'oxydation, pour le calculer, il faut faire une équation. Vous avez HNO3. Si j'ai pas de stylo qui marche, ça va pas le faire. Vous avez HNO3. HNO3, vous voyez qu'il n'y a pas de charge en haut. Il n'y a pas de moins HNO3 moins ou HNO3 plus ou quoi. Donc votre HNO3, en gros, il est égal à 0. Vous notez ça. Pour la question C, on est de la 12. Du coup, vous allez devoir décomposer. Donc par rapport à votre tableau que vous devez apprendre par cœur pour le coup, vous savez que votre H, son nombre d'oxydation, ici, comme le H est lié à des O et des N qui sont plus électronégatifs, votre H va être H+. Du coup, son nombre d'oxydation, c'est plus 1. Donc vous avez NO de H qui est égal à plus 1. Ensuite, vous avez le NO de N, donc l'azote. Lui, vous ne le connaissez pas, il n'est pas dans le tableau. Donc c'est NO de N pour l'instant. Et ensuite, vous avez O3. O3, quand il est tout seul, son nombre d'oxydation, c'est égal à 0 d'après votre tableau. Mais là, comme il est dans une molécule, le O, ça va être nombre d'oxydation moins 2. En gros, c'est O 2 moins. Comme vous avez 3 O, vous allez avoir 3 fois O 2 moins. Donc vous allez avoir O moins 6 en fait. C'est ça le nombre d'oxydation. Il faut faire en fonction des exposants et de combien vous avez d'atomes. Donc tout ça, il faut savoir que c'est égal à 0. Donc quand vous réécrivez tout ça avec remplacement des nombres, vous avez NO de H qui est égal à 1, plus NO de N qu'on ne connaît pas, plus 3 fois O de moins. Donc en gros, ça fait 3 fois moins 2. Donc vous avez plus moins 6. Et tout ça est égal à 0 parce que votre HNO3 est neutre. Vous n'avez pas de moins à côté de HNO3 ou de plus. Quand vous avez votre première équation, c'est juste une équation, il faut équilibrer comme en terminale, en première, bon, je ne sais pas quelle classe on fait ça. Donc vous avez du coup les termes que vous devez faire passer à droite, donc vers le 0. Donc vous avez E1 plus NON, et vous faites passer le moins 6 à droite. Ça va vous faire 1 plus NON égale 6. Et après vous faites passer le 1, je vais vous montrer en photo quand même si j'arrive. Vous faites passer le 1 à droite, donc vous faites moins 1, ça fait NON est égal 5. Je vous montre en vidéo si j'y arrive. Je sais pas si on voit. Hop, 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 ça c'est ma tête qui est pas très belle. Comment on fait pour tourner la caméra? Là. Oula, je sais pas si vous voyez, dites-moi. Ça m'étonnerait. Si quelqu'un peut se
Si, On si, on voit voit. bien. On Ouais, voit vous bien. voyez? Ouais, c'est bon. Eh ben nickel. Eh ben voilà, vous avez votre HNO3 qui est égal à 0. Du coup, votre NO de H plus NO de N plus NO de O égale 0. Et quand vous faites ça, vous remplacez par ce que vous connaissez. Donc le H, on connaît, vu qu'il est lié à plus d'électrons négatifs, il est égal à 1. Il y en a un seul, le H. NON, on le cherche. NO de 0, NO de O, du coup, c'est 3 fois moins 2, donc moins 6, égale 0. Et après, vous faites passer. Donc votre moins 6 va devenir un plus 6. Votre 1, vous allez faire moins 1. Et votre NON, du coup, c'est égal à plus 5. Voilà, c'est juste une équation, en fait. Et ça, du coup, vous devez savoir le faire pour, juste pour les exemples du cours, hein. Normalement, on ne vous gênera pas avec d'autres trucs un peu plus compliqués. En tout cas, si jamais on vous gêne avec ça, ça sera juste des trucs, des atomes qui sont dans le cours. On ne va pas vous inventer des atomes que vous ne connaissez pas du tout normalement. Donc voilà, et pour le couple, du coup, pour la question D, dans le couple CR2O7 2- et CR3+, 5 électrons sont échangés. Alors ça, je vous renvoie à la correction que j'ai faite. Je vous ai bien détaillé les deux manières de savoir. Soit on fait avec le nombre d'oxydation, je trouve que c'est un peu compliqué. Soit on fait directement avec la demi-réaction d'oxydoréduction, ce qui est beaucoup plus simple. Donc je vais vous montrer cette méthode-là. Donc pour faire une demi-réaction d'oxydoréduction, comment on fait? Hop, je remets ma vidéo. Donc vous avez, j'ai pas mon meilleur stylo. Non, je sais pas. Bon, vous avez CR2O7 2-, double flèche, parce que c'est inversible, qui va donner CR3+. Qu'est-ce que vous devez faire en premier? Donc dans le cours, il y a des étapes. Retenez les étapes dans l'ordre où je vais vous les dire, c'est plus simple. D'abord, vous regardez vos atomes. Ici, vous avez 2 CR. Ici, vous n'en avez qu'un seul. Donc le premier truc à faire, c'est équilibrer les atomes. Comment on passe de 1 CR à 2 CR? En multipliant par 2. Donc vous mettez un 2 devant votre CR. Là, vous avez équilibré vos atomes. On est bon. Ensuite, ici, vous avez 7 O. Ici, vous n'avez pas de O. Comment vous allez équilibrer ça? En rajoutant de l'H2O. Vous ne pouvez pas rajouter des O comme ça facilement. Donc, comment rajouter 7 O en rajoutant 7 H2O? Vu qu'il y a un seul O, 7 fois O, ça fait bien 7 O. Par contre, vous allez rajouter, du coup, vous êtes obligé des H2, enfin de l'hydrogène. Du coup, 7 fois 2H, ça fait 14H. Donc, vous allez devoir les mettre du côté de votre oxydant. Plus 14H. Sauf que rajouter des H, ça n'existe pas, on rajoute des H+. Jusque-là, ça va. On a équilibré les atomes. On a bien 2 CR, on a bien 14H+, enfin 14H et 14H ici. On a des O, c'est bon. Mais on a un problème, c'est qu'au niveau des électrons, on n'est pas bon au niveau des charges. Ici, on a 2-, on a 14+, et ici, on a 2, n'oubliez pas votre 2, 3+. Donc on a 6+. Donc en gros, vous pouvez marquer vos charges en bas, si vous voulez. On a 6+ ici. Et ici, 14+ avec moins 2, ça vous fait 12+. Comment équilibrer ça? J'ai fait une erreur, non? Ah non, c'est bon. Comment équilibrer ça? Vous allez devoir ajouter des électrons au final d'un côté ou de l'autre. Les électrons se rajoutent toujours du côté de l'oxydant. Parce que l'oxydant, c'est celui qui capte des électrons. Donc ici, vous avez bien 12+, pour arriver à 6+, pour que ce soit équilibré au niveau des charges, vous allez devoir rajouter ici 6 électrons. Si vous rajoutez 6 électrons, vous diminuez votre 12+ à 6+. Et là, vous êtes équilibré au niveau des atomes, au niveau des charges, et c'est tout bon. Est-ce que ça va sur ça? Oui. Oui. Ouais. Je vous fais un dernier exemple. Avec, du coup, on va faire la question en direct aussi. Hop, 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 hop. Alors, on va faire la question 13. Voilà. J'ai pas de feuille. Alors, attendez, je prends une feuille. Désolé, je perds une petite minute. Je suis dans la chambre de ma sœur. Hop, hop, hop. Comme ça, je vous fais celui-là. Il est un peu plus gros et il y a 2 demi-réactions. Vous pourrez plus comprendre. Alors, pour le cas, du coup, donc là, c'est pareil, le SO4, O6, je sais pas quoi, je crois qu'il n'est pas dans le cours, donc normalement, vous ne l'aurez pas, vous voyez. Mais c'est vrai qu'on ne sait jamais, il peut faire une petite folie et vous montrer un peu des nouveaux trucs. Du coup, j'écris juste couple. Donc, vous écrivez d'abord vos couples.
S4O6 de moins, avec son réducteur S2O3 de moins, et avec le second couple, Fe de plus, Fe tout court. Vous faites. Hop, hop. Si vous ne voyez pas ou que je dis, vous me le dites. Donc d'abord, vous isolez l'oxydant et un réducteur. C'est-à-dire que là, vous avez l'oxydant, il va devoir réagir avec le réducteur de l'autre. Donc vous écrivez d'abord votre première ligne. Donc S4O6 de moins, qui va donner S2O3 de moins. Du coup, il réagit avec le réducteur, oxydant réducteur. Donc le réducteur, vous le mettez juste en dessous. Fe, et ça, il faut le faire, hein, sinon ça fait tout faux. Avec Fe de plus. Là, vous avez vos bonnes lignes, vos bonnes équations, enfin demi-équations. Hop, vous tirez un trait, après il faudra faire le total. Donc la première ligne, comment on équilibre? Vous avez 2S, 4S, 2S, 6O, 3O. On est bon. Sur les électrons, on est à 2- et à 2-. Du coup, ici, en fait, on est super équilibré. Tout va bien. Si je dis pas de bêtises, hein. J'espère que je ne me trompe pas en faisant direct. Non, pas de problème. C'est bon? On est à Non, 4. ça fait 4, il faut mettre 2 au moins. À Ah oui, gauche. pardon, voilà, je me disais. Du coup, voilà, même moi je fais des erreurs. Vous avez 2. Du coup, vous avez multiplié ici votre charge. Vous êtes à -4, enfin 4-. Donc, comment vous faites? Vous allez ajouter des électrons du côté de l'oxydant et pas du côté du réducteur. Si vous êtes ici à 4-, vous devez aussi être ici à 4-. Du coup, vous allez ajouter ici 2 électrons. Vous êtes bien à 4- et ici 4-. Donc là, vous êtes équilibré au niveau des atomes et des électrons. En bas, c'est beaucoup plus simple. Vous avez Fe, Fe. Donc au niveau des atomes, c'est bon. Par contre, vous avez un souci au niveau des charges. Ici, vous êtes à 2+, ici, vous êtes à 0. Donc vous allez mettre 2 électrons du côté des plus, et en plus, votre Fe de plus, c'est bien l'oxydant. Donc jusque-là, aucun problème. Ensuite, vous avez fini vos demi-équations, tout va bien. Ce qu'il faut faire quand vous avez un couple comme ça, enfin une réaction totale, ce que vous devez faire après, c'est équilibrer les électrons. Ici, vous avez 2 électrons dans la première, 2 électrons dans la deuxième. Donc, vous n'avez aucun changement à faire. Les deux demi-équations ont le même nombre d'électrons, vous n'avez pas de changement. Quand vous avez ça, vous devez juste imaginer une séparation ici au niveau des flèches et additionner tout ce que vous avez. Donc ici, SO4, O6 de moins. Les électrons, on ne les compte pas parce qu'en fait, ils vont s'annuler dans l'équation finale, plus Fe. Là, vous avez tout mis ce qui était à gauche. Vous passez à ce qui est à droite. Vous avez 2 S2O3 de moins, plus Fe de plus. Et là, vous avez équilibré votre équation totale. Si jamais, donc là, je vous fais pas le deuxième parce que voilà, ça va être long, mais si jamais ici, vous avez 5 électrons, c'est faux ça, attention. Si vous avez 5 électrons, et qu'ici on avait 2, il va falloir équilibrer. Du coup, pour passer de 5 à 2 et pour passer de 2 à 5, la seule façon pour aller plus vite, c'est de multiplier celui-là par celui-là et de multiplier celui-là par celui-là. C'est-à-dire que la ligne d'en haut, vous allez faire fois 2, et la ligne d'en bas, vous allez faire fois 5. Et en faisant ça, vous aurez le même nombre d'électrons en haut et le même nombre d'électrons en bas. Vous pourrez additionner vos trucs. Sauf qu'en faisant x2 et x5, vous ne multipliez pas juste le nombre d'électrons. Vous multipliez chaque terme. C'est-à-dire que vous aurez 2 SO4 0,6 O6 moins 2. Et ici, vous aurez 5 Fe. Et à droite, c'est pareil, vous aurez 2 fois 2, donc 4 S2O3 machin. Et en bas, vous aurez 5 Fe de plus. Voilà, ça, c'est attention quand les électrons échangés sont différents, vous allez devoir multiplier une ligne par une autre et pour retrouver l'équilibre en fait, des charges. Voilà. Du coup, je reviens vite fait sur le QCM. Donc ça, je vous ai fait deux... Ouais, voilà. Vous avez 2 questions sur les réactions comme ça. Vous avez la question 13 et la question 14. Essayez de les faire si vous ne l'avez pas déjà fait. Si vous avez des problèmes, vous me le dites, comme ça je le reprends avec vous en vidéo s'il faut.
Mais vous devez vraiment réussir à savoir faire une oxydoréduction simple et surtout entraînez-vous avec celle du cours parce que c'est possiblement elle qui tombe et entraînez-vous. Si vous galérez vraiment, vous allez sur internet, vous tapez couple d'oxydoréduction, enfin réaction d'oxydoréduction, vous avez plein d'exemples, plein de trucs super détaillés. Faites attention quand même à tomber sur des trucs qui sont vrais. Donc voilà, si vous voyez des trucs qui sont faux, qui vous semblent bizarres, essayez d'aller sur un autre truc un peu plus fidèle, genre Cartable ou quoi, il y a plein de trucs comme ça. Ça peut vous aider. Et voilà, sur ce cours-là, entraînez-vous vraiment avec ce qu'il y a dans votre poly. N'allez pas chercher non plus trop loin, mais c'est vrai que si vous ne comprenez pas, vous venez me voir ou alors vous aidez d'Internet. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Vous voulez que je fasse la 14 ou ça va? Ou alors vous venez me voir en privé? Moi, je veux bien qu'on fasse la 14, perso. On fait la 14? Allez. Ouais, Bon, de toute façon, on n'a fait que 1 heure. Donc allez, on fait la 14. Alors, j'écris. Donc, le plus important, vraiment, je répète, c'est de bien placer au début, parce que sinon, ça foire tout votre truc et vous avez fait ça à blanc. Hop. Et CU. Alors, je mets la caméra. Du coup, vous avez un oxydant et un réducteur. Vous écrivez Mn, donc ça c'est l'exemple du cours pour le coup. Mn, c'est le permanganate de potassium avec le manganèse. MnO4- qui donne Mn2+. Et en bas, vous faites réagir avec votre réducteur, Cu, qui donne Cu2+. Pas fait d'erreur. Non. Donc vous équilibrez d'abord vos atomes. Vous avez un manganèse là, un manganèse, oui c'est ça, et un manganèse. Donc là c'est bon. Vous allez devoir équilibrer vos O. Donc 4O. Du coup ici vous allez faire 4H2O. Vu que vous allez rajouter 8H, vous allez rajouter ici 8H+, parce qu'on peut rajouter des H neutres. Donc là vous êtes bon au niveau de vos atomes. Au niveau des charges, c'est pas bon. Ici vous avez 2+, et ici vous avez 8+, et un moins. Donc ça fait 7+. Donc, je l'écris en haut pour que ça soit plus clair. Vous avez 7+, ici vous avez 2+. Pour équilibrer, pour aller de 7 à 2, il faudrait rajouter 5 électrons. Comme ça, ici on serait à 2+. Donc vous rajoutez 5 électrons. En bas, donc là c'est bon. Atome, charge, on est OK. Ici, même nombre de Cu, donc c'est bon. Mais les charges, c'est pas bon. On va du côté de l'oxydant, on rajoute 2 électrons. Comme ça, on arrive à la neutralité, comme ici. Donc là, on tire votre trait. Et c'est là que ça devient un peu plus compliqué, parce que vous avez 5 électrons ici, et 2 ici. Donc comme tout à l'heure, on va essayer d'arriver au même nombre d'électrons. Donc en haut, vous allez multiplier par 2, et en bas, par 5. Du coup, vous multipliez toute votre ligne. Donc, si on commence par ce qui est à gauche, on fait 2 fois MnO4 moins 2 fois. Alors, les électrons, on les compte pas parce qu'ils vont s'annuler. Par contre, les H+, on les compte. 2 fois 8, donc 16H+. Donc là, c'est bon pour la ligne du haut. On passe en bas, c'est par 5 qu'on a multiplié. Donc 5 Cu. On a fait tout ce qui était à gauche, c'est bon, ça on l'a fait, ça on l'a fait, ça on l'a fait, ça s'annule. Flèche, on passe à la droite. Du coup, 2 Mn2+, plus, donc les H2O, on les multiplie aussi, donc 2 fois 4, 8. Il ne faut jamais oublier qu'on multiplie les nombres qu'on a rajoutés pendant la demi-équation. Et on passe en bas, plus 5 Cu2+. Ça on l'a mis, ça on l'a mis, ça on l'a mis, les électrons s'annulent. Et là, tu as ton équation finale. Voilà, voilà. Est-ce que ça va? Ouais, du coup, On va ça va. ensemble? Ouais. Ouais, merci. Super. Après, voilà, Donc, essayez de vous entraîner. Donc merci Tristan. Donc on va arrêter là ce matin. Je vais vous mettre une fiche sur au moins acido-base et oxydoréduction tout à l'heure. Donc le premier cours de chimie organique est mis sur le site. Donc vous pouvez dès à présent pouvoir le consulter. C'est le premier cours de chimie organique que vous allez voir l'année prochaine. Donc voilà, et après on va organiser avec Tristan, soit lundi, soit mardi, une petite séance comme ça au moins de méthodologie en chimie organique, afin que vous ne perdiez pas trop de temps cette semaine. Ok? Bon courage à tous et Bon courage. tout Dan, est bon. Dan, excuse-moi. Oui, oui. Est-ce que tu peux renvoyer le polycopier